Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat entre mon invité Charles Sana et moi-même. Un débat qu'on vous promet animé parce que avant même de commencer, Charles et moi on débattait de questions géostratégiques et il faut dire qu'on évoque des choses telles qu'on pensait peut-être pas avoir à les évoquer, ni lui, ni moi. Bon, on a tous les deux connu la guerre du Golfe de 2003. Charles n'avait pas encore les cheveux blancs et j'en avais un petit peu plus, moi, sur le sommet du crâne. Mais à l'époque, il y avait une coalition et on a l'impression qu'il y avait un plan. Et là, on se retrouve donc avec une guerre dont on comprend bien, d'après le briefing du Pentagone auprès des membres du Congrès, qu'en réalité, il n'y a pas de plan. Et au moment où nous entamons ce débat devant vous, on va traiter en fait bien sûr de toutes les questions économiques, macroéconomiques qui découlent de la situation. Donc au moment où nous commençons à débattre, eh bien, le baril de pétrole est à plus de 84 dollars s'agissant du pétrole coté à Londres et il se situe maintenant, et pour la première fois depuis plus de 2 ans, au-delà des 81 sur le WTI, donc la qualité West Texas Intermediate coté à New York. Donc, on va essayer de voir déjà si cette flambée des carburants peut impacter notre croissance, dans quelle mesure on va devoir réviser à la hausse les prévisions d'inflation. Bon, je sais bien sûr que tout va dépendre que cette guerre soit ou non courte, mais un mois de baril de pétrole à 84 dollars ou 81, c'est quand même une inflation qui va connaître, on va dire, une petite poussée de 0,3-0,4% à l'horizon avril. Après, si c'est durable, là, je ne sais pas s'il faut vraiment s'inquiéter, mais je pense qu'on peut faire une croix probablement sur des baisses de taux aux États-Unis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Philippe. Eh ben, écoute, ce que j'en pense, c'est que effectivement, le pari de l'administration américaine et le pari évidemment derrière de l'armée israélienne, c'est que la guerre sera relativement courte en réalité. Alors, la guerre, va falloir distinguer deux étapes, hein. La guerre peut être courte et longue en même temps, comme dirait notre président de la République, en même temps, et ce n'est pas antinomique. Je m'explique un tout petit peu. On peut avoir une première phase qui est ultra violente et où l'Iran riposte. Et ça, c'est une phase où, comme l'Iran a une capacité de nuisance en riposte, ça entraîne les effets macroéconomiques que tu évoquais, la hausse du pétrole, le blocage du détroit d'Ormuz, l'arrêt d'un certain nombre de raffineries ou de stations de liquéfaction du gaz, etc., etc. Donc, tant que l'Iran représente une menace par ses capacités de rétorsion, de riposte et finalement de résistance pouvant toucher et impacter le reste de la région, nous sommes dans une phase de la guerre qui peut poser évidemment des problèmes macroéconomiques. À partir du moment où l'ensemble des capacités de rétorsion iraniennes auront été anéanties, où les lanceurs de missiles auront été détruits, où les bases souterraines où tous les missiles sont stockés auront été détruites, ou en tout cas les sorties complètement détruites et enterrées, etc. Eh bien, l'Iran n'aura plus de capacité de riposte. Donc, même si la guerre continue, même si le régime n'est pas tombé, même si les opérations aériennes continuent, le détroit d'Ormuz peut se réouvrir, l'activité peut reprendre, et c'est dans ce sens que je dis qu'on pourrait avoir deux étapes dans la guerre. Une première étape où l'Iran est capable de riposter, une deuxième étape où la guerre se poursuit, mais à sens unique, et où ce n'est que l'Iran qui continue à se faire bombarder jusqu'à ce que le régime tombe comme un fruit mûr, emporté par une révolte populaire. Est-ce que la révolte populaire, sachant que
L'Iran est quand même un petit peu une mosaïque. Alors bon, les Perses majoritaires à 55%. On a ensuite la minorité kurde, donc côté Irak, Turquie. On en a aussi un petit bout plus au sud. On a les Azéris, on a les Baloutches. Euh, Est-ce que le pays risque pas de se balkaniser? Et si ce pays rentre dans des guerres intestines, est-ce qu'on risque pas d'avoir le même scénario qu'en Irak et qu'en Libye, c'est-à-dire qu'un pays qui se disloque devient un pays où s'affrontent je sais pas comment on peut appeler ça, hein, de nouveaux seigneurs de Des- la guerre, oui, voire oui. émergent des groupes terroristes comme en Libye. Après ça, ça s'est répandu dans toute l'Afrique subsaharienne avec des groupes de type Shebab et on peut imaginer toutes les sortes de groupuscules euh, allant porter d'ailleurs la guerre au-delà des frontières iraniennes, comme ça a été le cas avec la Syrie notamment. Oui, Philippe, on peut complètement envisager un scénario de ce type, tout comme on peut complètement envisager le maintien de l'unité de l'Iran avec un gouvernement de transition. Bon, on peut raisonnablement penser que en réalité, l'État iranien a été complètement infiltré par aussi bien les agents israéliens du Mossad que les agents américains. On peut penser que... alors, avant de dire ce qu'on peut penser et ce qu'on peut imaginer, petit disclaimer et petite mise en garde à tous ceux qui nous écoutent. Avant les premières victimes civiles, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et donc, nous sommes complètement, y compris le Congrès américain, hein, manipulés et soumis à une propagande et à une gestion de l'information qui vise à créer un brouillard informationnel qui intoxique évidemment complètement l'adversaire, à savoir l'Iran, qui écoute aussi BFM TV, qui écoute aussi CNN, hein, et les chaînes américaines. L'Iran surveille aussi les indices pizza, hein, et le nombre de commandes de pizza autour du Pentagone pour Pentagone. savoir s'ils vont se faire attaquer le soir ou pas le soir. Et Pete Hegseth, là, le secrétaire américain à la défense, enfin, le secrétaire américain à la guerre, au moins c'est écrit dessus, il a eu cette petite phrase rigolote en disant mais vous inquiétez pas sur les pizzas, en fait c'est moi qui les commande. Hein. Donc sous-entendu, j'en commande de temps en temps 1000 ou 2000, histoire de perturber les analystes étrangers, parce que j'ai bien compris qu'ils surveillaient cet indice-là. Donc vous avez des opérations d'enfumage, de propagande d'immense ampleur. Et donc l'information que nous avons est une information qui est globalement faussée et biaisée pour intoxiquer l'adversaire. Et il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du vrai fait et de l'intoxication. Alors, pour en revenir à, une fois cette insistance importante sur cette nécessaire prudence dans l'analyse, revenons-en à ce qu'on peut penser qui pourrait se passer au scénario. Donc on peut penser qu'en réalité, il y a bien un plan américain derrière. Bon, mais on ne peut pas arriver en disant on a des agents, on a des gens haut placés, on a déjà travaillé avec eux un gouvernement, la mise en place d'un gouvernement intérimaire, on va nettoyer tous les autres leaders pour leur déblayer le terrain, et voilà quel est notre plan. Bon, donc on peut imaginer que les Américains et les Israéliens aient un plan de ce style, ils aient un plan de ce type, qu'ils sachent exactement très bien à qui le gouvernement intérimaire va être confié, et qu'ils soient en train de liquider tous ceux qui pourraient se mettre en travers de la prise de pouvoir
de gens parfaitement qualifiés pour le faire et parfaitement reconnus et bénéficiant du soutien israélo-américain. Donc on peut imaginer ça. Si c'est le plan, il est évident que ce plan ne sera jamais diffusé, ne sera jamais dit, ne sera jamais donné. Et donc, on peut avoir l'impression qu'effectivement, les États-Unis agissent sans plan et qu'Israël agit sans plan. Il y a une probabilité non négligeable pour que ça fasse simplement partie de l'art de la guerre et donc qu'on cache ses plans et ses intentions afin de protéger évidemment ses coups futurs et la mise en place et le déroulement de sa stratégie. Ça, Philippe, c'est tout aussi probable et c'est tout aussi possible et c'est tout aussi envisageable qu'un délitement de l'Iran. Vous voyez, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et il ne faut pas exclure ces possibilités sous prétexte qu'à ce jour, on a l'impression qu'il n'y ait pas de plan. D'accord, donc imaginons que le plan existe. Après, comme disait Mais c'est pas une Napoléon, certitude, hein. C'est voilà, c'est pas une ouais, certitude. C'est une hypothèse de travail. c'est plausible, hein. On voit bien que l'enlèvement de Maduro le 2 janvier s'est opéré. Bon, d'abord quand il y avait la pleine lune, il y a eu cet aspect des choses, mais c'est surtout quand suffisamment de valises de billets ont été distribuées à l'entourage de Maduro pour qu'il le laisse littéralement tomber. Hein, son enlèvement est totalement rocambolesque. Dès que les premiers hélicoptères américains survolent Caracas, le service de sécurité doit emmener Maduro dans une panic room au fond d'un bunker et le commando américain le plus doué ne saurait pas l'extraire. Donc oui, voilà, on peut presque parler d'une exfiltration, peut-être même plus que d'une capture. Les États-Unis s'étaient évidemment entendus avec ceux qui allaient prendre la succession de Maduro afin que le pays ne bascule pas dans la guerre civile. Pour l'Iran, c'est un plus gros morceau, c'est beaucoup plus grand que le Venezuela, c'est beaucoup plus peuplé que le Venezuela. C'est culturellement très très différent du Venezuela et qui n'avait pas de leader suprême, donc un chef à la fois religieux et un chef peut-être le chef, le patron de la corruption au Venezuela. Mais là, je suis pas sûr que le plan puisse être le même, mais peu importe. On imagine le but, c'est de faire de l'Iran un pays qui soit collaboratif avec les États-Unis. C'était le plan pour l'Irak, et l'Irak n'est pas devenu vraiment collaboratif avec les États-Unis. Voilà. Alors, quant à la Libye, la Libye, elle, n'existe plus. On peut pas conclure d'accord avec la Libye, puisque le chef de guerre va changer au gré des efforts turcs, par exemple, ou des efforts égyptiens. Donc la Libye n'existe plus. Donc pour moi, le danger, ça serait qu'effectivement, l'Iran n'existe plus, parce que là, vous pouvez toujours vous dire, je mets un gouvernement, si ce gouvernement n'est pas reconnu par 90% de la population, le plan ne marche pas. Voilà. Et alors la question, c'est que si jamais c'est vraiment le but d'installer un gouvernement pas ouvertement pro-américain, mais en tout cas qui cesse de menacer Israël, qui cesse de dire que les États-Unis sont le grand Satan. Combien de temps cela va-t-il prendre? Et je pense que c'est aussi ça la question. Les marchés ne pas la réponse. Je pense que même les Américains eux-mêmes ne l'ont pas si jamais ils ont un plan. Et si le pétrole reste, par exemple, comme je l'envisageais, au-delà de 85, voire peut-être même grimpe jusque vers 100 d'ici la fin mars, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les marchés? Bon, à la pompe, on sait bien sûr ce que ça va donner. Ça va être un litre de sans-plomb et de diesel au-delà des 2 euros. Et je tiens d'ailleurs à signaler que pour une fois, ce ne sont pas les groupes pétroliers européens qui réagissent le plus vite à la flambée du pétrole, c'est aux États-Unis où les majors répercutent presque en temps réel la hausse du prix du pétrole à la pompe. Voilà, donc pour une fois, en Europe, on n'est pas les plus impactés directement par ce qui se passe dans le Golfe. Donc,
Si on imagine que le prix du pétrole reste au-delà de 84, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour un épargnant qui a un portefeuille obligataire, alors que on peut faire une croix, bien sûr, sur une baisse de taux d'ici le mois de juin, voire peut-être même le mois de septembre. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour quelqu'un qui a également un portefeuille boursier et qui n'avait rien vendu au soir du 27 février, parce que c'était un funiculaire haussier. Toutes les places boursières étaient quasiment au plus haut. Il y avait 15 places boursières sur la planète qui battaient un record le 26 et le 27 février. Et à Wall Street, on était à 2% des plus hauts absolus. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un épargnant français, européen, doit envisager? Est-ce qu'il y a déjà des mesures à prendre? Oui, il y a déjà des mesures à prendre, mais encore une fois, tout dépend le scénario, un, que l'on va jouer, deux, qu'on va anticiper, trois, qu'on va aussi surveiller, parce qu'on peut jouer l'un et l'autre, hein. On n'est pas obligé de trop anticiper non plus. On est capable simplement de suivre un peu les choses. J'insiste, hein, sur cette notion de phase dans la guerre. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le pétrole est cher aujourd'hui? C'est lié à la capacité de riposte iranienne. À partir du moment où il n'y a plus de capacité de riposte iranienne, quand bien même tu as un effondrement de l'Iran à l'irakienne ou à la libyenne, si cet Iran-là n'est plus capable de menacer le reste du Golfe Persique, alors de toute façon, les prix du pétrole redescendront assez rapidement et assez naturellement. En revanche, imagine dans un autre scénario, Philippe, que tu évoquais un peu en sous-entendu, mais tu as les Baloutches qui sont proches plutôt justement du détroit d'Ormuz, qui récupèrent le stock de mines, hein, et qui passent leur temps à mettre des petites mines dans le détroit d'Ormuz et qui Oui, donc ils font leurs outils avec la mer Rouge. Et alors, si jamais, comme tu le dis, il y a un risque de minage, avant que le golfe Persique soit sécurisé, la chasse aux mines, ça risque de prendre des semaines et des semaines avant que les bateaux puissent circuler. Et je rappelle que si une mine touche un méthanier avec 5 citernes de gaz, ça a la puissance et ça contient l'énergie d'une demi-bombe d'Hiroshima, hein, quand même. Qu'on fixe les choses. Donc c'est ça. on peut absolument pas se permettre que une mine fasse péter un méthanier. Un pétrolier, ça fera une marée noire. Bon, c'est pas joli joli, mais un méthanier, c'est très très grave là. Si ça pète. Donc pour dire que le pétrole est peut-être pas prêt de ressortir du golfe Persique là dans les prochaines semaines. Alors, dans les prochaines semaines, comme ça pourrait être dans les prochaines années, hein. Imagine encore une fois, tu as une rébellion baloutche extrémiste, je dis n'importe quoi, hein, ça ne sera pas forcément cette communauté-là, enfin voilà, c'est juste un scénario comme ça, et qui pendant des années continue à mettre des mines, ça pourrait durer, entre guillemets, jusqu'à l'épuisement des stocks disponibles de mines à leur Alors, disposition. Bon. un mineur rationnel, pas un mineur de Bitcoin, mais un mineur de Détroit d'Ormuz, si on lui propose suffisamment de valises de billets, théoriquement, il prend les billets, hein. Oui, alors théoriquement, il prend les billets et il arrête de miner. Si en plus on a sorti ça, si en plus de la carotte, il y a le bâton qui consiste à dire si tu prends pas les valises de billets, de toute manière, tu prendras les bombes sur le coin de la figure, hein, et ça sera 2 tonnes de diplomatie directe. Bon, il y a quelques arguments qui devraient permettre de gérer la situation. Voilà. Non, mais c'était juste pour donner en fait des scénarios à ceux qui nous écoutent et dire il faut être simplement pragmatique et il faut regarder l'évolution de la situation. Et donc, il ne serait quand même pas, je pense que le plus logique, parce que
ce à quoi nous sommes en train d'assister. C'est-à-dire que le premier jour, il y a eu 300 missiles de tirés, 400 drones d'envoyés, et hier, on était à 10 missiles envoyés et 10 drones envoyés. Bon, donc, on est, on est sur une pente. Comme tu disais, il faut faire très attention à l'information qu'on nous communique. Moi, je me suis abonné à de nombreux fils qui sont aussi bien américains qu'asiatiques. Alors l'Iran, je regarde parce que je veux savoir aussi ce que dit leur propagande, c'est normal. On a besoin de savoir ce que racontent ceux qui arrêtent pas de publier des images de jeux vidéo en disant, regardez, on a coulé l'Abraham Lincoln. Donc c'est quand même très très drôle. Par contre, en ce qui concerne la stratégie des missiles et des drones, saturation donc les 2-3 premiers jours. Les Américains et les Israéliens ont déjà épuisé pratiquement, ou peut-être plus que la moitié de leurs munitions type Patriot, etc., dôme de fer. Et la stratégie, là, on l'a bien comprise. Là, les Iraniens envoient beaucoup moins de drones qui volent à 250 à l'heure et beaucoup plus de missiles qui volent à 10 000 à l'heure. Donc, on rentre dans une phase très très dangereuse parce que là, maintenant, ce qu'envoient les Iraniens, ni les Américains ni les Israéliens ne savent l'arrêter. Donc, 10 missiles qui touchent un terminal pétrolier, une raffinerie, même une usine de dessalement aux Émirats ou au Qatar, etc., les conséquences sont beaucoup plus dommageables qu'un essaim de drone qui va survoler des batteries antimissiles. Donc, je pense que les Iraniens sont vraiment tout sauf des idiots. Ils ont bien préparé, ils sont préparés d'ailleurs depuis des années à une attaque américano-israélienne, puisque la première qu'ils auraient dû subir, c'était en août 2008, et George Bush Jr. avait mis son veto au tout dernier moment. Les avions israéliens avaient déjà décollé, ils étaient déjà sur diverses bases américaines autour du Golfe, et Bush a dit, ouais, non, j'ai déjà l'Afghanistan, j'ai déjà l'Irak. Si je me tape en plus de ça une guerre en Iran, puis en plus de ça, je vais être obligé de renoncer au pouvoir puisque c'était la fin de son deuxième mandat. Donc les Iraniens, ça fait très 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 longtemps qu'ils savent qu'on va les attaquer. Donc je pense que leur doctrine et leur préparation, elle date pas d'il y a 3 semaines, elle date maintenant de 25 ans. Donc je pense qu'il est vraiment urgent d'enterrer effectivement tous leurs sites de stockage dans les montagnes. Et moi, là, j'ai visité l'Iran, donc je sais à peu près à quoi ressemble le pays. Euh, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, offensive terrestre, c'est totalement inenvisageable. Hein, c'est déjà 3 fois grand comme l'Afghanistan, c'est 3 fois plus peuplé. Donc là, il y aura pas d'intervention au sol. Et quand on ne tient pas le sol, on tient quand même pas grand-chose. Donc je me dis que là, la meilleure hypothèse, c'est celle que tu as envisagée, c'est-à-dire que les Américains et les Israéliens ont déjà des contacts et déjà formé en gros le futur gouvernement. Et puis qu'à un moment, ceux qui sont encore au pouvoir, qui ont encore les manettes, se disent ouais, faut qu'on arrête parce que manifestement, il y aura peut-être un Nuremberg numéro 2 dans l'histoire récente et c'est nous qui serons sur le banc des accusés. Donc ça, ce serait l'hypothèse optimiste, mais je crains qu'il faille envisager que le détroit d'Ormuz reste fermé plusieurs semaines. Et dans ce cas, je crois qu'on n'a pas fini de voir monter le pétrole et que ça va devenir très très compliqué pour nos industries. Alors là, par contre, c'est le gaz qui est important, notamment pour l'industrie allemande. Donc sans gaz qatari et Sans sans gaz russe. pétrole. Hein, il y a plus le gaz russe depuis quelque temps. Il n'y a plus le gaz qatari. Là, ça va effectivement devenir très compliqué. Et c'est là qu'on voit que les Européens ont un sens de l'anticipation extraordinaire.
Ça fait quand même des semaines, hein, qu'on se prépare à cette guerre. Moi, j'ai lu un article de la BBC du 30 janvier où ils expliquaient déjà tout ce qu'on est en train de vivre phase par phase. Bon, des fois, la BBC est bien renseignée, je n'apprends rien à personne. Donc, on avait pratiquement la certitude d'une guerre. Et est-ce que les Européens ont accéléré l'importation de gaz pour regarnir un petit peu leurs réserves? Absolument pas. Et maintenant qu'on n'a plus de gaz qatari, vous avez Poutine qui dit non, mais finalement, je vais vraiment leur couper définitivement le gaz aux Européens. Donc là, l'Europe, on a été, mais alors là, d'un point de vue stratégique, on a été au top. Le Japon a, je crois, l'équivalent de 1 an de réserve pétrolière au cas où d'un seul coup le détroit d'Ormuz serait fermé. Il y a des pays qui ont des réserves stratégiques pour tenir 6 mois. Nous, je pense que du gaz, on en a moins de 2 mois. Et le pétrole, je pense que ça sera guère plus. Voilà, je dis ça parce que si on a 2 mois de réserve de gaz et 2 mois de pétrole, si le détroit d'Ormuz reste impraticable 2 mois, on a des problèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu as parfaitement raison et j'insisterai jamais assez sur l'incurie de ceux qui nous dirigent. Alors, il y a un vieux proverbe populaire, bon, mais le peuple a généralement, à travers ces vieux proverbes et ces vieilles maximes, tout compris, on dit que diriger, c'est prévoir. Bon, ben, c'est quand même pas très compliqué de prévoir un stock de gaz, un stock de pétrole, parce qu'on ne sait pas quel est le problème qui va se poser. On ne sait pas quand le problème va se poser, mais on sait que régulièrement, il y a des problèmes qui se posent. Donc, moi, j'ai plus de 50 ans. Le détroit d'Ormuz, l'histoire des Iraniens, j'ai grandi avec ça. Donc, si tu veux, c'est évidemment pas nouveau. Donc, te dire qu'à un moment donné, si tu veux pas être tenu par la barbichette et que tu peux pouvoir avoir ton autonomie et ta souveraineté décisionnelle, tu dois avoir des stocks stratégiques pour ne pas être soumis au chantage de certains pays. C'est une évidence. Et s'il y a quelque chose que la guerre en Ukraine aurait dû nous apprendre encore plus, eh bien, c'était bien ça. Donc, si tu veux, au moment où en plus on veut se passer du gaz russe, au moment où on veut se passer du pétrole russe, pour de bonnes ou de mauvaises raisons politiques, ça c'est un autre sujet. Bon, bah, évidemment que tu dois mettre en place des sources alternatives d'approvisionnement. Et tu sais que ces sources alternatives d'approvisionnement, elles sont fragiles. Et puis tu sais qu'elles sont disputées également, puisque tout le monde a besoin des mêmes sources d'approvisionnement alternatives, puisque tout le monde veut au même moment se passer du bon gaz russe et du bon pétrole russe qui était pas cher. Donc, tout ça, c'est que du bon sens que de dire je vais augmenter mes réserves stratégiques et mes capacités de stockage. Mais ça n'effleure pas l'esprit ni d'une Ursula von der Leyen, ni d'un Emmanuel Macron qui est tout occupé à sa propagande de chef guerrier avec sa dissuasion et son téméraire qui est derrière. Et ses Alors, lunettes d'aviateur. et ses lunettes d'aviateur for sure, Mister Béchade. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et sur le fait que les Iraniens préparaient cette guerre depuis 25 ans. Euh, c'est mon analyse personnelle et je ne demande pas aux gens de me croire. Je vais essayer d'argumenter et d'étayer cette analyse. Je crois que l'on sous-estime terriblement, terriblement, et les Américains et les Israéliens. Contrairement à ce qu'on croit et à la légende qui ne résonne que dans le temps court et pour les prochaines élections, je crois que termes stratégiques, en termes militaires, en termes d'opérations tordues, ce sont aujourd'hui les maîtres de cet art. Bon. J'en veux pour preuve, par exemple, l'opération absolument extraordinaire qui a été lancée par les Israéliens et qui vient de très très loin, qui a été montée avec une vision de temps long, de très long terme, qui est le coup des beepers qui ont Pager. été donnés à tous les cadres dirigeants du Hezbollah et qui le même jour sont explosés. Et donc, vous mettez par terre l'organisation même du Hezbollah qui, depuis, n'est plus que l'ombre de lui-même comme organisation et que là, les Israéliens vont terminer avec l'aide
des Libanais, hein, puisque le président libanais Joseph Aoun a expliqué que le Hezbollah était interdit désormais au Liban, ce qui est la première fois depuis 1982, la création du Hezbollah, que l'État libanais veut aller affronter pleinement le Hezbollah. Donc, si tu veux, je crois que là, on sous-estime considérablement les Américains qui, depuis eux aussi des années, préparent avec les Israéliens cette guerre contre l'Iran. Cette guerre, ils ne l'ont préparée qu'avec les Israéliens, hein. Ils ne l'ont pas préparée avec la France, ils ne l'ont pas préparée avec les Anglais, ils ne l'ont pas préparée avec leurs alliés de l'OTAN. C'est une préparation purement américano-israélienne et c'est une préparation qui a été extrêmement pointue. Et donc, je reste persuadé d'un point de vue analytique que il y a un véritable plan, il y a une véritable stratégie qui a été mise en place pour faire tomber l'Iran et que l'attaque qui a lieu aujourd'hui, elle prend aussi racine dans un contexte de contestation du peuple iranien parce qu'il n'y aura effectivement pas d'attaque au sol. Ce ne sera pas une situation à la libyenne ou une situation à l'irakienne ou à l'afghane, parce que d'abord l'administration Trump n'a pas du tout les mêmes objectifs que les administrations américaines précédentes, et qu'ensuite il y a eu quand même il y a eu quand même des retours d'expérience désastreux, donc ils ne vont pas reproduire encore et encore. J'en veux également pour preuve de notre sous-estimation des Américains, de la mise en échec patente de l'armée russe. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je disais sur mon site que l'armée russe patinait, on m'expliquait que c'était le plan, que les Russes étaient ci, que c'était ça, qu'ils attendaient, qu'ils n'envoyaient pas les super missiles, qu'ils faisaient attention, que blablabla. Bon, la réalité, c'est que Vladimir Poutine, quand il envahit l'Ukraine, il a été intoxiqué par les renseignements américains. Il pense que ça va être une promenade de santé que d'aller à Kiev. 4 ans après, il a fait 50 kilomètres en territoire ukrainien. Bon, donc, et avec des pertes considérables. Quand bien même on va débattre sur le montant des pertes humaines, etc., les pertes sont considérables. Donc, c'est pas une victoire militaire. Cette absence de victoire militaire face à l'Ukraine, elle est liée à la stratégie et au soutien américain, au renseignement américain, au multiplicateur de force américain, à la stratégie américaine. J'en veux pour preuve les drones Lucas qui sont utilisés aujourd'hui contre l'Iran par les États-Unis et qui sont des drones Shahed iraniens modernisés, mais par de la rétro-ingénierie purement américaine. Donc tout ça a été extrêmement bien préparé. Et dernier point, tu évoquais les missiles et que soi-disant les États-Unis seraient à court de munitions pour contrer les missiles. Alors qu'ils ne soient pas capables de contrer certains missiles, ça c'est une évidence. Le missile supersonique à 10 000 km/h, il est quasiment inarrêtable C'est le problème. C'est le problème. et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis attaquent évidemment aujourd'hui l'Iran. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, et il faut quand même se mettre à un moment donné, on peut dire que les Israéliens c'est des méchants, hein, j'ai pas, voilà, chacun les prend pour des gentils ou pour des méchants, c'est pas le souci. Mais quand on fait une analyse militaire, quand on fait une analyse géopolitique, on met de côté je t'aime ou je t'aime pas, t'es méchant ou t'es gentil, et on se met dans l'esprit de l'autre pour comprendre ce qu'il va faire. Et si vous vous mettez dans l'état d'esprit israélien, il est évident que vous ne pouvez pas accepter d'être menacé par des missiles que vous ne pouvez pas arrêter, envoyés par l'Iran. Donc vous allez supprimer la menace avant qu'elle ne devienne existentielle. Alors il y aura des morts, Philippe. Les missiles iraniens vont faire des dégâts. Ça sera dramatique pour les morts. Et j'insiste aussi là-dessus parce que ça fait partie de l'analyse pour comprendre ce qui va se passer. Les relations internationales, la géopolitique, c'est pas de la moraline et c'est pas du bon sentiment cucugnangnang de journalistes français boboisés sur BFM. Les relations internationales, c'est du cynisme. Donc,
c'est de la statistique. Donc si pour sauver l'existence même des 10 millions d'Israéliens, je dois accepter la mort de 2000 Israéliens, ce n'est pas cher payé. Donc je préfère perdre aujourd'hui 2000 citoyens israéliens et 500 buildings que je serais capable de reconstruire et de ne jamais être soumis à un risque existentiel et la disparition de mon État et de ses 10 millions d'habitants. C'est ça, Philippe, la guerre et la réalité, pour ceux qui nous écoutent, du cynisme des relations internationales et de ce qu'on appelle les intérêts existentiels d'une nation. Et donc, quand les intérêts existentiels d'une nation sont menacés, ou que ceux qui sont concernés pensent être menacés d'un point de vue vital, eh bien, vous obtenez ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre d'annihilation, j'emploie le mot volontairement, annihilation des capacités militaires iraniennes, quoi qu'il en coûte. Et donc, si je veux t'intoxiquer, je te dis que j'ai pas assez de missiles antimissiles. Et donc, si je suis la partie iranienne qui est bien intoxiquée et qui pense qu'effectivement en face, j'ai un problème de stock, je vais envoyer mes drones et mes missiles. À chaque fois que je le fais, je dévoile les positions de tir. À chaque fois que je le fais, j'ouvre mes bases pour que mes camions y sortent. Donc, quand tu as plus la maîtrise de l'air, tu n'as plus la maîtrise des satellites, etc., etc. En face, tu as des opérateurs israéliens, américains qui notent les coordonnées GPS à chaque fois qu'ils sortent un truc. Tu as les avions en vol qui vont bombarder à chaque fois qu'il y a un missile qui sort. Et puis après, une fois que les missiles y sont sortis, ils vont aller taper chacune des bases qui ont été repérées. Et en fait, il n'y a absolument aucun problème de quantité de missiles antimissiles parce que tout ça a été préparé et parfaitement anticipé et qu'il ne faut pas sous-estimer ni les Israéliens ni les Américains. Et je crois vraiment, vraiment il y a des biais d'analyse. Alors ça fait hurler à chaque fois que je dis ça, hein, mais il y a des biais d'analyse. Pour le moment, factuellement, le nombre de missiles tirés sur les pays voisins, dont Israël, est en très forte diminution. La maîtrise du ciel est complètement perdue par les Iraniens. Donc, ils continueront à envoyer des missiles, de moins en moins, parce que de toute façon, ils se feront abattre à partir du moment même où ils sont visibles et où ils sortent de leur tunnel. Voilà. Donc, oui, ils vont en envoyer. Et ces gros missiles, Philippe, qui peuvent menacer la région, ils en ont 10, ils en ont 20, ils en ont 100, mais ils n'en ont certainement pas 1000, parce que sinon, la guerre aurait été déclenchée avant. Et là aussi, par contre, il y a de l'intoxication du côté iranien. Donc en fait, on sous-estime les capacités américano-israéliennes et on surestime les capacités militaires aussi bien russes sur ce qui s'est passé en Ukraine que les capacités militaires iraniennes sur ce qui est en train de se passer en Iran. Et objectivement, aujourd'hui, l'Iran est en train de prendre une branlée militaire. D'accord. Évidemment, ils ont riposté. Alors, ils ont tapé de pétroliers. Ils ont bombardé 5 bases américaines. Bon, ils ont envoyé des petits missiles et des petits drones par-ci par-là. Bon, les pertes civiles sont quasiment anecdotiques. Les pertes militaires côté des pays du Golfe sont quasiment anecdotiques. Donc, certes, c'est impressionnant comme ça quand on voit ça. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en train de prendre une raclée d'un point de vue militaire. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas encore des pertes, Philippe. Hein. C'est des centaines de milliers de morts qu'il y a en Ukraine. Donc il y aura des pertes, mais non significatives par rapport au risque si on laissait l'Iran continuer à développer son arsenal. Alors, pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des thèses et des antithèses, et pas de foutaises. Alors, je relève quelques points. Bon, l'histoire des pagers, effectivement, c'était absolument génial. Avoir réussi à placer à la tête, enfin, en tant que chef en tant que responsable de la sécurité du Hezbollah au Liban, arriver à placer un agent israélien qui a fait adopter le principe d'avoir des pagers qui soient pas espionnables par le Mossad et pour que ensuite ça leur pète à la figure, ça c'est extraordinaire. Le chef de la sécurité du Hezbollah, agent du Mossad, c'est fantastique. Le responsable de la sécurité des sites nucléaires et de la lutte contre l'espionnage en Iran,
était un agent du Mossad. C'est l'ex-président Ahmadinejad qui l'a expliqué. Et c'est lui-même qui a embauché un gars, il ne savait pas que c'était le Mossad. Enfin, voilà. Donc, Israël et les États-Unis, j'abonde dans ton sens, ils sont quand même très très forts. Maintenant, l'Afghanistan, ils n'avaient pas le centième des missiles et des drones dont dispose l'Iran. Et aujourd'hui, les Américains ont quitté piteusement le sol afghan, alors sans s'être pris une branlée, mais après que c'est coûté des milliers de milliards aux contribuables américains. Tu as Euh, entièrement raison. voilà. Ces milliers de milliards, ça aurait pu faire des lignes de TGV comme en Chine, ça aurait pu faire des canaux pour amener de l'eau dans les régions un peu désertiques de Californie. Enfin, les budgets qui ont été consacrés à la guerre en Afghanistan, la Californie aujourd'hui, ça pourrait être comme la Chine, avec des barrages, des adductions d'eau jusque vers les plaines du sud. Ça a été un gaspillage énorme. En ce qui concerne Philippe, pour aller complètement dans ton sens et juste donner un chiffre à ceux qui nous écoutent, 6 000 milliards de dollars, c'est le coût de la guerre afghane, enfin en Afghanistan et en Irak. Voilà, c'était juste le chiffre que je voulais donner. 6 000 milliards de dollars. Donc effectivement, comme tu le dis très justement, ça en fait des travaux. Voilà, ça fait un énorme gaspillage, ça fait des milliers de lignes de TGV qui n'existent pas, ça fait des dizaines de milliers de lignes à haute tension qui ont besoin d'être modernisées aux États-Unis, qui ne le sont pas, et je ne sais pas comment, et d'ailleurs ils envisagent d'alimenter leur data center parce que leur matériel électrique est complètement d'un autre âge. Pour en revenir donc au coût de la guerre actuelle, donc on vient déjà d'avoir une petite idée de la facture. Israël vient de demander 50 milliards, non pas pour reconstruire les dégâts dans le centre de Tel Aviv et des autres villes, mais juste pour pouvoir renouveler les stocks de batteries antimissiles. Et on sait que les capacités de production de Raytheon ou de Lockheed Martin sont pas extensibles à l'infini. Et la preuve, c'est que Trump vient d'incriminer Joe Biden pour ne pas avoir constitué assez de stocks, justement, de systèmes antimissiles. Qu'est-ce qu'a fait Sleepy Joe? Sleepy Joe, il a dormi et il n'a pas ordonné de fabriquer suffisamment d'armes pour protéger Israël et les monarchies du Golfe. Donc ça veut dire quand même que quand on fait ce genre de sortie, et là je ne pense pas que c'était pour nous intoxiquer, euh, ça veut dire que oui, ils sont en train de calculer qu'ils vont être peut-être un petit peu courts. Voilà, donc ça c'est la réflexion que je me fais. En ce qui concerne le coût des pagers, c'était génial. J'ai quand même une pensée pour les enfants, ados, femmes qui ont été blessés par l'explosion de ces pagers et qui étaient pour rien, hein. Donc voilà, il faut quand même dire que cette opération, elle est géniale, mais comme tu dis, voilà, qui veut la fin veut les moyens. Et il n'y a quand même pas eu que des vilains barbus qui ont été tués ou mutilés par l'opération Pager. Euh, en ce qui concerne le côté cynique, voilà, on est en plein dedans. Si les Américains et les Israéliens ont le droit d'être cyniques, alors à ce moment-là, tout le monde l'a. Et si toutes les règles, finalement, n'existent pas, et le constat est bien celui-là, les règles, l'ONU, tout ça, ça n'existe pas. Euh, le, la corvette, euh, la corvette iranienne coulée dans les eaux internationales sans sommation, c'est une violation de toutes les conventions, y compris celle de Genève, y compris l'obligation de récupérer les marins qui sont en train de se noyer. Donc, si les Américains et les Israéliens le font, et on dit, bah oui, mais finalement, c'est ça, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, et la réelle politique et assurer son statut de puissance dominante, ça suppose effectivement que les règles ne concernent que les autres et pas soi-même, bah, ça veut dire que les autres peuvent se dire, bon, bah, si il n'y a pas de règles et que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles, nous aussi, on va jouer à ce jeu-là. Et je me dis alors que si tu as raison,
le monde des prochaines semaines et des prochains mois est un monde extrêmement dangereux parce que la guerre préventive, hein, je vais taper les Iraniens avant qu'ils m'attaquent, ça fait 40 ans qu'on nous dit que l'Iran va attaquer, donc voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Le concept des guerres préventives, c'est la porte ouverte à toutes les guerres, hein. Toutes, sans exception. Donc ça, c'est quand même grave. Et si on est dans ce monde-là, alors moi je me dis que le pétrole n'a pas fini de grimper, parce que ces guerres sont quand même d'abord, avant d'être... alors, quand vous voyez hier la prière collective dans le bureau Val de la Maison-Blanche, que vous entendez Peter Hegseth vous expliquer que c'est une guerre, quasiment une guerre sainte, eschatologique, etc. Donc on a d'un côté un fondamentalisme religieux américain, ou évangélique ou pro-sioniste, etc. Donc on a d'un côté des gens qui ont un raisonnement religieux et de l'autre côté, les mollahs, ils ont le même raisonnement religieux. Alors quand c'était une guerre pour s'emparer des matières premières, type Venezuela, on leur prend leur pétrole, on leur prend leurs terres rares. Ils ont aussi des gisements aurifères importants. Donc là, je comprends la logique. Mais si on commence à aller dans une logique de guerre avec un arrière-plan et des justifications religieuses, et qu'en plus de ça, on se dit, bah, comme c'est, on va dire, un destin messianique, donc nous, les lois des hommes, on s'en fout, parce qu'il y a seule la loi de Dieu compte pour nous. C'est le cas des mollahs, hein, on est d'accord. Mais ça veut dire que n'importe quel pays, s'il a un illuminé à sa tête, peut déclencher une guerre. Donc j'ai peur qu'on ait ouvert la, voilà, je te dis ma pensée, j'ai peur qu'on ait ouvert la boîte de Pandore avec l'histoire iranienne, quelle que soit le dégoût et le rejet que puisse inspirer le régime des mollahs, c'est pas le seul régime pourri de notre point de vue, hein. C'est pas le seul régime pourri dont on a envie de se débarrasser, mais je me dis que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une réaction en chaîne. Voilà. Si la guerre préventive, c'est quelque chose que l'on peut faire en toute impunité, d'autres le feront. Ça me paraît évident. Tu viens de dire quelque chose, à mon avis, de très très important, c'est peut-être le début d'une réaction en chaîne. Et là, effectivement, tu mets le doigt sur le vrai risque. C'est-à-dire que pour moi, le risque, finalement, aujourd'hui, c'est plus un risque iranien. Et c'est ce que je veux essayer d'exprimer en termes, encore une fois, analytiques et de réflexion partagée. C'est-à-dire, je pense que militairement, les Iraniens sont en train de prendre une raclée. Que militairement, ils vont pas s'en relever et que militairement, le problème va être assez vite réglé et que militairement, ils ont déjà perdu. Quand bien même, ils font encore un petit peu mal. À condition que ce ne soit pas le début d'une réaction en chaîne. Et donc, c'est bien là le véritable sujet sur lequel après il faut faire l'extension analytique, c'est que va-t-il se passer avec la Russie? Que va-t-il se passer évidemment avec la Chine? Et là, on est au vrai nœud, on est sur le vrai nœud, on est au vrai cœur du sujet et du véritable risque. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un petit dossier, un papier intitulé Troisième guerre du Golfe ou Troisième guerre mondiale. Enfin, Troisième guerre du Golfe ou début de la Troisième guerre mondiale, avec cette même idée que toi du début d'un enchaînement. Et ça, c'est le scénario noir. Pour le moment, c'est pas celui qui se dessine. Pour le moment, à ce stade, au moment où on échange, on est le 6 mars de 2026, ça peut complètement changer. Vous pouvez imaginer tout à fait demain une déclaration des Chinois en disant nous, il est hors de question que nous laissions tomber nos alliés iraniens. Nous allons donc leur livrer toutes les armes dont ils ont besoin et tout le soutien militaire et de renseignement qui leur sera nécessaire Ils nous avec fournissent déjà. notre imagerie satellite, machin, etc. Bon,
Et nous, les Chinois, en gros, alors on le dit ou on le dit pas, hein, mais c'est la même chose. Les Chinois ont plutôt tendance à pas dire et à faire. Nous, on a tendance à trop parler et à pas faire beaucoup. Bon, les Chinois, c'est l'art de la guerre depuis Sun Tzu. Ils en maîtrisent un rayon. Et donc là, on peut tout à fait imaginer que la Chine souhaite faire la même chose que les Américains en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils fixent l'armée russe en Ukraine et ils l'épuisent. On pourrait tout à fait imaginer que la Chine fasse la même chose avec l'armée américaine, alors qu'il ne sera pas au sol, contrairement à l'armée russe en Ukraine, mais enfin qu'il y aura toute son aviation là-bas, toutes ses forces spéciales là-bas, tous ses stocks de missiles antimissiles là-bas, et puis bah, quand la bise viendra, on découvrira que Taïwan sera fort dépourvu en moyens de protection. Et donc effectivement, on peut tout à fait imaginer un scénario, Philippe, où c'est le début de quelque chose et c'est le début d'un engrenage absolument terrifiant. Et là, je vais faire un parallèle historique avec la guerre de 14 entre le moment de l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo et le moment du début de la guerre, il va se passer évidemment plusieurs mois avant que cet enchaînement d'alliances entraîne la conflagration mondiale que sera le premier conflit mondial avec sa cohorte et son cortège de destruction, de victimes, de morts, de vies brisées, de gueules cassées. Donc évidemment, Philippe, toi et moi, on a toujours une pensée pour les victimes innocentes, que ce soit les gamins qui étaient à côté des membres du Hezbollah quand tu disais les pagers ont effectivement explosé, que ce soit les Iraniens aujourd'hui, que ce soit les Ukrainiens hier et actuellement. Enfin voilà, on a toujours une pensée réelle et sincère et humaniste pour ceux qui souffrent. Pour autant, ça peut être effectivement le début d'un engrenage absolument terrifiant. Et je terminerai là-dessus, avant de te redonner la parole, mais ce que tu disais et le focus que tu mettais sur le côté un peu messianique de ce qui se passait aux États-Unis et sur cette guerre en Iran, il y a effectivement aussi un autre degré de lecture, qui est un degré de lecture qui est beaucoup plus spirituel et qui est beaucoup plus ouais, dans une optique, dans une optique quasi religieuse. Euh, Certains disent que les Israéliens ont besoin de cette guerre pour construire leur troisième temple et faire arriver certaines prophéties. Vous C'est avez pas l'équipe. qu'Israël, hein, Peter Hegseth Non, non, mais a voilà, développé exactement les mêmes thèses. les mêmes éléments de langage, hein. Hein, exactement. Et les ministres israéliens, tous ceux de l'extrême droite, ont exactement les mêmes éléments de langage. Et bon, alors maintenant, ça y est, ils peuvent plus, ils peuvent plus se cacher. Ils le disent. Le but, c'est de faire le grand Israël. Le grand Israël, quand c'était nous qui le disions, toi ou moi, c'était évidemment extrêmement complotiste. Donc ça y est, Évidemment. maintenant, c'est complètement assumé. Et donc ça, c'est important que tu l'aies évoqué parce que il y a aussi cette dimension-là, hein, cette dimension religieuse et messianique, qui est également totalement sous-estimée par les gens. Exactement ce que tu dis là, tout de suite, tu es estampillé complotiste et fin du mondiste, alors que c'est une dimension réelle. Il y a même eu des chefs d'unité très nombreux dans l'armée américaine qui ont fait faire des prières, etc. Enfin bon, ça a donné lieu à des signalements hein, des soldats américains qui se sont demandé à quoi ils étaient confrontés dans leurs différentes unités. Là, Donc, on leur dit que Donald Trump est un don de Dieu, qu'il est envoyé par Jésus pour faire advenir effectivement Armageddon. Moi, je suis un Marines avec, on va dire, une grille de lecture plus ou moins rationnelle. basique, populaire, Voilà. normal, standard, Euh, quoi. donc là, me dire je vais aller me battre pour accomplir un grand dessein qui a été couché sur certains évangiles, pas tous, il y en a qui sont contestés. Là, je dis qu'on rentre vraiment dans une dimension. On se met finalement au même niveau que les mollahs, hein.
On rentre dans l'ésotérique complet. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, bon, moi, voilà, c'est des sujets qui nous intéressent, Philippe. On s'intéresse à beaucoup de choses en dehors juste de l'économie. Et ben, bien évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu regardes les différentes eschatologies, quand tu regardes les différentes prédictions, ben, religieuse, hein, j'entends, tu vas te rendre compte qu'il y a une grande cohérence et que tu retrouves des choses extrêmement similaires dans les prédictions, on va dire, juives, chrétiennes, au sens large, catholiques, mais pas que, et puis bien évidemment islamique avec l'avènement du Mahdi, machin, etc. Donc il y a des choses comme ça, et je dois t'avouer que là-dessus, je partage évidemment pleinement ton inquiétude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Américains et les Israéliens publiquement, hein, revendiquent cette vision messianique et ésotérique de ce conflit. Alors, moi, j'ai une autre définition de l'ésotérisme, mais bon, pas grave. Oui, non, non, mais bon, j'utilise ce mot, il représente des choses différentes en fonction des gens, mais voilà, il y a de quoi effectivement s'inquiéter de la tournure des événements futurs. Alors évidemment, bah, si jamais ça dure, si jamais le conflit s'étend, là, Philippe, économiquement, on rentre dans quelque chose de complètement différent, et il y aura comme problème pas que le prix du pétrole, hein. Hmm. Alors moi, j'ai plusieurs scénarios. Alors comme on vient quand même de parler de choses quand même un petit peu lourdes, je vais essayer d'évoquer peut-être Être léger, comment on va tous être ruinés? non, le scénario un peu sympathique. Donc, dans 15 jours, le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert ou n'est pas praticable, peu importe, soit parce qu'il est miné, soit parce qu'on n'est pas capable d'empêcher un missile d'aller détruire un métallier. Je le répète, ça serait quelque chose d'extrêmement grave, avec des dévastations terribles. Donc, le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Le baril est à 100 $, 110 $, 115 $, on ne sait pas. Hein, Goldman Sachs a des prévisions qui vont bien au-delà des 100. Si c'est bien le scénario, là, l'Europe et les États-Unis ont un problème d'inflation. Et puis, Complètement. d'ici la fin du mois d'avril, comme on n'a pas de réserve, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement et de rationnement. Voilà. Donc là, il y a des gens qui se sont empressés d'aller faire leur plein à la station-service dès qu'ils ont vu que ça charclait dans le Golfe. C'est peut-être un peu prématuré, mais d'ici un mois, on aura vraiment les queues devant les stations-service. C'est une certitude si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Alors, moi, je me dis la chose suivante. L'Europe n'a plus de gaz qatari, n'a plus de pétrole venant du Golfe. Donc, l'industrie s'arrête. On peut plus circuler ou peut-être qu'il y aura des restrictions, hein, justement. Vous ne prenez plus votre voiture pour partir en week-end, etc., parce qu'on n'a plus d'essence. Voilà la situation. Et là, ça commencera à gronder sérieusement. L'Europe, c'est quand même 450 millions de personnes. Euh, un continent entier qui se retrouve en récession, c'est pas tenable. Alors là, moi, je vous dis la chose suivante. On finit par admettre que la guerre en Ukraine n'est pas gagnable. En tout cas, on ne peut pas évincer les Russes des oblasts dont ils se sont emparés. On est finalement bien content que les Russes ne se soient pas emparés d'Odessa, sinon l'Ukraine devenait un pays purement continental, hein, comme la Serbie qui n'a pas d'accès à la mer. Voilà. Donc ils gardent un accès à la mer Noire. La guerre n'est pas gagnable. On peut continuer longtemps à s'entretuer par centaines de milliers en rythme annuel. Et là, les Européens se disent, ah bon, bah ouais, du coup, voyons les choses froidement. On va pas pouvoir virer Poutine de l'Est de l'Ukraine.
Et là, on manque cruellement de gaz et de pétrole. Si jamais on finissait par appliquer ce qui était prévu dans les accords de Minsk, hein, la Russie garde l'administration de la partie est. Nous, on fait semblant, hein, que c'est encore des régions avec un statut spécial qui appartiennent encore à l'Ukraine pour sauver la face, hein, pas dire que ça y est maintenant les régions Est appartiennent à la Russie. Voilà, on fait tous semblant. Et là, on se réconcilie avec Poutine, on abandonne les paquets de sanctions, le pétrole russe revient. Cette fois-ci, on n'appelle plus ces pétroliers des pétroliers fantômes. Ils sont absolument pas fantômes. C'est juste qu'ils sont pas assurés par la Lloyd's. La Lloyd's qui d'ailleurs n'assure plus les bateaux dans le Golfe. Hein, voilà, donc c'est peut-être la fin de la Lloyd's, hein, ce qu'on est en train de vivre. On pourra développer ça. Donc les pétroliers fantômes ne sont plus fantômes, au contraire, ils deviennent bienvenus à Rotterdam, à Saint-Nazaire, etc. Parfait. Le gaz russe, ah bah tiens, le Nord Stream 1, il n'a pas été détruit avec une petite révision, on met un petit coup de goupillon dedans, hein, et le gaz russe revient faire tourner l'industrie allemande. Et alors là, dans l'histoire, je ne sais pas si tu me vois venir, le détroit d'Ormuz, lui, il reste fermé. C'est pour ça qu'on se réconcilie avec Poutine. Qui n'a plus de pétrole pour fonctionner? La Chine. C'est la Chine. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, c'est la Chine qui est asphyxiée. Elle n'a plus le pétrole vénézuélien, elle n'a plus le pétrole iranien, et elle n'a plus non plus le pétrole saoudien, parce qu'elle en achète plus en Arabie d'ailleurs qu'en Iran. Hein. Faut savoir que l'Iran a c'est 7 ou 8% des importations chinoises. L'Arabie Saoudite, c'est 17 ou 18. Voilà. Donc si la Chine n'a plus de pétrole, là, la Chine, elle a un vrai problème. Et là, la Chine peut pas compenser en achetant plus de pétrole russe. Si, elle va pouvoir compenser peut-être à hauteur de 2 ou 3% ce qui ne viendrait plus du Golfe. Et surtout, la Chine se retrouverait vraiment dépendante d'un fournisseur. Pour l'instant, la Russie, c'est 20%. Je pense que la Chine fait bien attention de ne pas être dépendante à plus de 1/5 d'un seul fournisseur. Là, la Chine, elle n'a plus le choix. Si elle veut continuer de fonctionner, la Russie monte à ce moment-là à 30% de fourniture de pétrole à la Chine. Et là, je ne sais pas si tu me vois venir à nouveau. Ah, tiens, la Russie est réconciliée avec l'Europe. Elle n'est pas vraiment fâchée avec les États-Unis. Je rappelle que les Américains continuent de commercer avec la Russie, y compris Trump. Hein. On continue d'acheter de l'uranium recyclé, etc. Les Américains continuent d'acheter du titane à la Russie. Donc, nous, les Européens, on s'est vraiment coupés de la Russie, mais pas du tout les Américains. Les Américains, donc, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment fâchés aujourd'hui avec la Russie. Ils le sont, bien sûr, dans la rhétorique, mais ils ne le sont pas vraiment dans les faits. Donc vous avez l'Europe qui se réconcilie avec Poutine, les États-Unis qui n'ont jamais été vraiment fâchés avec lui, et du coup, vous avez, si le détroit d'Ormuz reste impraticable, vous avez la Russie réconciliée avec l'Ouest et qui devient le principal fournisseur d'énergie de la Chine. Je ne sais pas si tu vois le coup de billard à trois bandes que je suis en train de décrire. Mais ça fait partie des scénarios que j'envisage. C'est-à-dire que d'ici 2 mois, si l'Europe est asphyxiée énergétiquement, on se réconcilie dardard avec la Russie. Et dans l'histoire, celui qui est vraiment marron, c'est la Chine, parce qu'elle, elle a toujours pas de pétrole qui vient d'Ormuz. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, j'en pense que je après ce qui a été fait à Vladimir Poutine, qui a pu compter sur, enfin, quand je dis à Vladimir Poutine, c'est la Russie, hein, mais par les Européens et quand même un peu les Américains. Compte tenu des pertes que les Russes ont pu avoir et du coût de la guerre qui leur a été imposée en Ukraine,
par le soutien majeur des Européens, mais surtout des Américains. Même si la Russie, dans les faits, continue un certain nombre d'échanges avec les États-Unis par pur intérêt, par pur cynisme, réciproquement compris, il n'en demeure pas moins que moi, dans mon esprit russe, je ne peux pas considérer les Occidentaux comme des partenaires fiables. En revanche, les Chinois m'ont montré, dans cette situation difficile, un soutien indéfectible. Donc, je ne peux pas évidemment abandonner les Chinois parce que je sais très bien que je vais abandonner la proie pour l'ombre et que si je me détache de la Chine, ce qui est tout à fait l'objectif des Américains hein, et de Trump, hein, qui, encore une fois, on dit que Trump est un abruti, je m'élève contre ça. Trump n'est pas un imbécile et si la seule analyse que l'on fait vis-à-vis des États-Unis, c'est de dire que Trump est un crétin, on n'a strictement rien compris. Il ne faut pas confondre le fait de ne pas aimer Trump avec le fait que Trump soit un imbécile. Donc Trump n'est pas un imbécile, et à partir du moment où on admet qu'il n'est pas un imbécile, on commence à pouvoir un peu analyser. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'aimer. Hein. Il faut vraiment scinder les sentiments de l'analyse. C'est deux choses C'est totalement très différentes. important parce qu'il y a des gens qui affichent une détestation de Donald Trump, qui est une détestation radicale. D'ailleurs, aux États-Unis, 2 personnes ont tenté de l'assassiner. Donc ça veut dire qu'il suscite vraiment un rejet et une détestation profonde. Du coup, on en revient effectivement à cette problématique, c'est est-ce qu'on fait de la politique avec son ressenti? Je déteste les barbus, je déteste la junte militaire birmane, je déteste les pirates somaliens, etc. Ou est-ce on fait de la politique euh, uniquement en fonction des intérêts. La Russie, ça serait son intérêt de réexporter du gaz vers l'Europe et de ne pas avoir comme principal client la Chine. C'est tout à fait, tu as raison Philippe, c'est tout à fait de son intérêt, mais en revanche, je pense qu'elle, autant elle peut réexporter du gaz vers l'Europe, autant elle va aider la Chine à compenser les effets d'un détroit d'Ormuz fermé de manière durable. Je pense que la Russie ne laissera pas tomber la Chine Ah d'un ben je point de te vue dis pas énergétique. je Voilà. n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout dit ça. C'était juste ça. Moi, Voilà. c'était juste ça. J'ai pas du tout dit que la Russie allait tomber la Chine, allait laisser tomber la Chine, mais de facto, si le détroit d'Ormuz reste fermé, de facto, la survie énergétique de la Chine dépend de la Russie. Alors pas sur le très long terme, parce qu'ils vont construire de nouveaux méga barrages, ils vont construire, s'il le faut, 100 réacteurs nucléaires pour avoir l'énergie. Mais le problème, c'est que les barrages ne peuvent pas se construire en moins de 5 6 ans, et c'est à peu près le même délai pour une centrale nucléaire. Et là, le détroit d'Ormuz, impraticable, c'est juste là, maintenant, maintenant, maintenant. Donc, la Chine a certainement des plans qui vont lui permettre d'atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030, 2032. Mais là, ce qu'il va falloir qu'ils gèrent, c'est là tout de suite, là maintenant, dans les 15 prochains jours, ou peut-être dans le mois qui vient. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de doubler les importations en provenance de Russie. Euh, D'ailleurs, tu as vu l'information, Philippe, excuse-moi juste pour aller vraiment dans ton sens, hein. Tu as vu l'information sur l'arrêt de l'exportation de tous les carburants et de tous les produits raffinés en Chine. Bien sûr. Oui, oui, c'est. Alors, ce Donc qui est très. ils prennent déjà des mesures de restriction en considérant que la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait être plus durable que ce que pour le moment les marchés anticipent. Voilà, donc on va dire que là, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Donc la Chine, évidemment, amitié éternelle, je ne sais plus quel était le terme employé par Xi Jinping hein, pour parler de la convergence des intérêts sino-russes. Donc ils vont pas se fâcher, mais enfin, Xi Jinping va se retrouver de fait
quand même très dépendant maintenant de son principal fournisseur parce qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il n'y en a pas d'autres. Et si ce fournisseur s'est réconcilié avec l'Europe et avec les États-Unis, du coup, la Chine n'est plus dans une situation où elle a toutes les cartes en main. Elle les avait avant la fermeture du détroit d'Ormuz. Énergétiquement, elle ne les a plus. Donc, ça, enfin, si les États-Unis ont imaginé ce coup-là, voilà, ce que j'appelle moi un coup de billard à trois bandes, là, ce coup-là est très très fort. Mais ce qui m'embête dans ce que je vois aujourd'hui et ce dont on discute, c'est cette dimension eschatologique, messianique. Et là, je dirais que ce mélange des genres, moi, m'inquiète. Voilà. Alors, que mon hypothèse sur la Chine privée de carburant, et c'est quelque chose finalement qui était délibéré dès le départ, ça veut dire quand même que nous, Européens, avant qu'on en soit à nous expliquer qu'il faut qu'on se réconcilie avec Poutine, sinon on n'a plus de quoi faire tourner nos usines, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare quand même à une période compliquée, un mois, dans les 2 mois qui viennent. On va devoir atteindre un niveau de crise important pour qu'on puisse changer de discours vis-à-vis de la Russie et dire, bon, finalement, Poutine, je ne sais pas ce qu'il convient avec l'Ukraine, mais on arrête la guerre et on reprend les importations de gaz russe. Voilà. Mais pour que on puisse changer de discours, il va falloir qu'on soit dans une mouise telle qu'on se dise oui, oui, finalement, on est obligé de se réconcilier avec Poutine. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien ce que tu veux dire. Donc là, je partage complètement tes inquiétudes concernant le discours messianique qui a cours actuellement, parce que c'est effectivement ce qui a sans doute de plus inquiétant dans l'approche un peu destructrice des choses. Concernant l'inflexion du discours, allez, faisons un tout petit peu d'humour. Il n'y a aucune inflexion qu'une bonne propagande sur BFM ne puisse réussir à vendre à la population. Après tout, il y avait 90% des Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Après passe sanitaire et propagande avec Monsieur Le Chypre qui disait qu'il fallait envoyer des gendarmes chercher ceux qui ne voulaient pas se faire piquer. Bon, finalement, Ouais, alors, 85% des gens sont allés se faire piquer. Hein, donc, j'avais exprimé quelque part ma désapprobation dans un petit tweet qui n'était pas bien méchant, hein, parce que je le connaissais bien, Emmanuel, expliquant que bon, aller chercher les gens avec des chiens, les emmener de force au vaccinodrome, je disais que ça rappelait de mauvais souvenirs et c'est à la suite de quoi je n'ai plus été invité sur BFM. Voilà, c'était juste oui, mais tu pour avais eu l'anecdote. l'outrecuidance, effectivement. En plus, c'était pas du tout ni méchant, ni complotiste, Par ni contre, lui, ce même. qu'il avait dit était effectivement extrêmement méchant. Oui, oui, et puis extrêmement violent en réalité, hein, Voilà, puisque bon, aller faire arrêter des gens et puis vacciné de force. les vacciner de force, effectivement, c'est quand même pas la conception que l'on se fait Non, d'un État de droit et d'une démocratie moderne, voilà. ouais. Mais tout ça pour dire au-delà, enfin voilà, mais tout ça T'as pour raison dire pour la que propagande. voilà, L'outil de propagande est extraordinaire puisque c'est unanime de ces news qui est plutôt marqué à droite, voire à l'extrême droite, voire l'extrême droite israélienne, à LCI, l'audiovisuel public. Toute la presse, Le Monde, Libération, l'Express, Le Point, tous vont tenir exactement le même discours le jour où on leur dira de tenir le nouveau discours. On est absolument d'accord. et ça a une efficacité incroyable. Et donc, si demain, et donc, voilà, encore une fois, l'exemple de la vaccination est juste très intéressant en termes d'analyse sociologique et sociale. C'est qu'on voit bien que 90% des gens ne voulaient pas se faire vacciner, n'avaient pas confiance. Et après propagande et passe sanitaire, hein, Et et enfermement quand même, enfermement hein. et machin. Enfin, il s'est passé plein de choses, mais 85% sont allés se faire vacciner. Donc, ils ont complètement inversé. Donc, en termes d'ingénierie sociale, l'effet de la propagande est absolument considérable. Et
et ça permet de forger l'opinion, de violer quelque part le consentement des gens. Et donc, si nous mettions le même soin et la même intensité, par exemple, sur l'usage des drogues, hein, et que on faisait une propagande positive là, en disant à quel point les drogues c'est pas bien, à quel point les drogues c'est dangereux. Bon, bah, et à quel point les drogues c'est pas doux, c'est pas récréatif, c'est pas charmant, parce qu'aujourd'hui à la télé on entend c'est récréatif, c'est doux, c'est charmant, c'est à usage thérapeutique. Et en D'accord? ce Donc on moment, entend, on entend beaucoup parler de soirées chemsex. voilà, Voilà. voilà. Et Donc on a un conseiller de la ville de Paris, chemsex plus soupçon de pédophilie, et finalement il reste à son poste. Voilà. c'est Donc, ça. Donc il donc y a quand même quelque part une sorte de forme de tolérance. L'affaire Epstein, personne n'est inculpé. Donc, Epstein, s'il te plaît. je sais plus. Donc, il y a deux poids, deux mesures en permanence. Et ça, je pense que c'est quand même le signe que notre prétention à être à l'exemplarité ou à représenter une forme de démocratie, je pense qu'après l'épisode Covid et après l'épisode Epstein, le concept de démocratie vient de prendre du plomb dans l'aile. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, mon pessimisme, il se situe là, il est un peu fondamental. À partir du moment où on a des élites qui ne représentent plus et qui ne défendent plus les principes qu'ils affichent, euh, le monde devient un petit peu incontrôlable. Donc je voulais, parce que là, on va pas non plus faire 2 heures, je pense qu'il faut quand même maintenant qu'on rentre un petit peu dans les stratégies qu'on peut mener, puisque toi, évidemment, tu as toute ta communauté qui attend du conseil, des axes d'investissement, de protection de son patrimoine. Donc, je pense qu'on a quand même bien mis en évidence le fait que le détroit d'Ormuz pourrait rester fermé pour des raisons pratiques, objectives, il est miné, des missiles peuvent tomber, etc. Ou alors, c'est un coup de billard à trois bandes qui vise la Chine. Donc, si on part de cette hypothèse que le pétrole va être plus cher et plus rare, euh, qu'est-ce que vont faire ceux qui nous suivent, qui attendent qu'on leur donne des conseils pour leur épargne dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Tu peux évidemment jouer le pétrole et il y a des ETF. Tu peux donc qui vont répliquer le cours du brut. Tu peux jouer le pétrole à travers l'achat d'actions d'un certain nombre de titres qui sont évidemment des grandes compagnies pétrolières. Tu peux le faire sur des grandes compagnies pétrolières françaises ou européennes, mais tu peux également le faire sur des grandes compagnies pétrolières américaines pour également avoir une couverture en dollars. On a remarqué quand même que le dollar était parti à la hausse, hein, donc quand les grands vents de l'histoire soufflent, on va pas se réfugier sur le Bitcoin, on va pas se réfugier sur le baht thaïlandais ou sur la roupie indienne. On va évidemment se C'est le dollar réfugier ou le franc sur, suisse, hein. pardon? C'est le dollar ou le franc suisse. Exactement. Donc on va se réfugier sur le dollar américain ou sur le franc suisse. Le problème du franc suisse, c'est une base monétaire étroite. Donc quand il y a vraiment des gros flux sur le franc suisse, vous pouvez vous retrouver rapidement avec du contrôle d'échange ou ce genre de choses, ce qui sera moins le cas sur le dollar américain parce que la base monétaire est extrêmement vaste. Donc voilà, donc on peut jouer effectivement des actions américaines avec le double effet qui se coule. Quand j'achète une action américaine, j'achète également évidemment du dollar américain. Bon, pour les obligations, c'est autre chose. On en reparlera, je pense, Philippe. Tu détailleras peut-être si tu veux, mais il y a bon, les obligations américaines. S'il y a un retour de l'inflation, il risque d'y avoir des taux qui restent plus élevés et donc les obligations à faible taux, elles prennent plutôt une déculottée. Les métaux précieux et l'or restent évidemment en cas de forte inflation et de gros problèmes
l'un des meilleurs outils. Là aussi, Dieu sait qu'on a différentes manières d'acheter de l'or, que ce soit de l'or physique, que ce soit des ETF, que ce soit de l'or papier sous toutes ses formes, ou que ce soit de l'or en conservation, dématérialisé. Enfin bon, bref, il y a plein de manières différentes d'investir en or et qui se négocient de manière plus ou moins rapide et en temps réel. Euh, voilà. Après, il peut y avoir aussi des stratégies. Des stratégies on peut dire, si on est convaincu, par exemple, que le détroit d'Ormuz va rester fermé, si on est convaincu que le pétrole va monter, bah, c'est le moment de vendre à découvert les grandes compagnies aériennes, quoi, par exemple, en partant du principe que leurs coûts de fonctionnement vont augmenter considérablement et que si le coût de fonctionnement des compagnies aériennes augmente considérablement, bah, leurs bénéfices vont chuter drastiquement. Au passage, on rappelle que tant qu'il y a des missiles qui volent dans la région du Golfe, tous les grands hubs internationaux, Dubaï, Abu Dhabi, bon là, Abu Dhabi, ils sont à Doha. bout d'avion. Hein, donc ils sont plus à Abu Dhabi, ils sont à bout d'avion. Bon, ça devient compliqué d'utiliser les hubs, donc ça renchérit ça renchérit les coûts d'exploitation pour les grandes compagnies aériennes, et puis ça augmente leurs coûts et ça réduit leur trafic. Donc bon, tout ça, ça va leur coûter cher. Mais si en plus le prix du baril explose durablement, elles sont pas prêtes de faire des bénéfices. Donc voilà, on peut imaginer plein de stratégies différentes pour à la fois se protéger et puis à la fois avoir une vision aussi dynamique hein, qui peut paraître cynique vu de loin, hein, mais on achète au coup du canon et on vend au son des violons. Bon, bah là, on est très clairement dans les coups de canon et on achète quand il y a du sang dans les rues. Je ne sais plus, je crois que c'était JP Morgan qui disait ça. Tu me corriges si je dis une bêtise. Et donc voilà, on peut potentiellement arriver à une situation comme ça. Donc à un moment donné, on peut aussi avoir des opportunités d'achat sur des titres qui viendraient de connaître des corrections très fortes, mais qui restent de très beaux titres. Ouais. Euh, Là, pour l'instant, Wall Street, hein, à l'instant où on se parle, où on enregistre, les indices US sont même pas à 3% de leurs records absolus, hein. Non, mais Là, on est complètement. encore complètement en lévitation. C'est comme si le premier missile était même pas tombé sur Téhéran, hein. Oui, mais les Voilà. marchés aujourd'hui, ils jouent très clairement la troisième petite guerre du Golfe. Voilà. Bon, Et nous, pas le début de la Troisième Guerre mondiale. on a quand même beaucoup mouliné sur un scénario où c'est pas la troisième petite guerre du Golfe et elle est terminée ce week-end. Donc si on a raison, est-ce qu'il faut pas se couvrir massivement sur des marchés qui étaient au plus haut, hein, vendredi dernier, Milan, Madrid, les places asiatiques. Et puis ben, à Wall Street, moi j'ai observé une chose, c'est que depuis le début de la semaine, il y a un indice qui se fait littéralement découper, et c'est le Russell 2000. C'est MAGA. Russell 2000, c'est les petites entreprises qui se disaient avec Trump, voilà, la production revient sur le sol américain et on va être bien. Là, ce qui est en train de se passer, et moi le lien que j'établis, c'est que depuis le début des hostilités, les taux se retendent. Avec le pétrole à 84 dollars, ça va pas s'arranger. Et je vois une véritable concordance entre la hausse des taux et la chute des PME américaines, parce qu'elles sont quand même très endettées. Et là, la hausse des taux, ça commence vraiment à menacer leur survie. Et on a vu que parmi les secteurs qui ont le plus baissé depuis le début de l'année aux États-Unis, alors il y a les logiciels parce qu'ils se font disrupter par l'IA, et puis il y a le secteur du crédit, hein, crédit aux entreprises innovantes, crédit tout simplement aux entreprises du tissu local.
Et puis le gros point noir maintenant, c'est l'immobilier commercial avec des faillites retentissantes. Donc on a des alertes à la baisse sur Blue Hole Capital, on a une alerte à la baisse sur Blackstone, c'est l'immobilier que j'évoquais. De proche en proche, on commence quand même à avoir des sacrés warnings et qui dépassent de loin hein, le seul domaine des PME. Et je me dis que peut-être il faut commencer à se préparer une correction à Wall Street et effectivement voir tendre l'épuisette pour attraper des compagnies pétrolières qui, à mon avis, vont être les grandes bénéficiaires des semaines et des mois qui s'annoncent. Parce que tu en penses? Euh, je pense que ça devrait être à un moment donné. Tiens, je vais faire une petite analogie sur l'absence de réaction des marchés. Est-ce que tu te souviens du comportement des marchés en janvier, février 2020? Ah oui, c'était Janvier, juste avant le Covid, oui. ouais, enfin juste avant les confinements. Janvier, février, on sait ce qui se passe en Chine, enfin, on sait ce qu'on nous montre de ce qui se passe en Chine. On voit des gens tomber dans les rues, des hôpitaux. C'était une mise en scène. Maintenant, on sait que c'était une mise en scène. Qu'à personne n'est jamais tombé dans les rues du Covid partout dans le monde, hein. Bon, en tout cas, Une bonne biture, oui. Une bonne oui, biture, tu perds oui, l'équilibre et tu te casses la oui, figure. Ouais. et tu te casses la figure parce que tu as trop bu. On a tous déjà vu le soudard du coin tomber par terre. Mais on n'a jamais vu un malade du Covid s'effondrer par terre. Et là, on avait des images. Enfin voilà, voler. Bon, donc tu vois, quand on parle de propagande et de fabrication, là aussi c'était une expérience. Les fausses suites des fausses suites d'images que le gouvernement chinois voulait pas qu'on voit, mais nous, on va vous les montrer. Et on les a vus quand même grâce aux réseaux sociaux qui, en cachette, pouvaient nous montrer tous ces gens qui s'effondraient. Donc, on savait qu'il allait se passer quelque chose de grave. Bon, on savait que les avions continuaient à voler, on savait que les frontières étaient toujours ouvertes, et on avait Agnès Buzyn qui disait, qui nous expliquait doctement que il ne fallait pas arrêter les avions, qu'il n'y avait aucune raison que le virus arrive par les avions avec des gens dedans. Et donc, évidemment, on s'est retrouvé avec une pandémie mondiale qui était assez prévisible. Et là, les marchés, rien. Bon, on sait que la Chine est confinée et les marchés, rien. On sait que si jamais on a une pandémie avec un virus terrible, eh ben, la seule manière de s'en sortir, ça sera de couper les liens entre les gens. Et donc, pour couper les chaînes de contamination, eh ben, on enferme tout le monde chez soi. Et c'est la seule manière d'échapper à un virus qui serait terriblement mortel. Bon, évidemment, ce qui devait arriver arriva, et en mars 2020, il y a les premiers confinements. Et là, les marchés réalisent que l'activité économique s'effondre. Et donc là, on va avoir effectivement un effondrement des marchés. Je parle sous ton amical contrôle, mais on perd 30-40% sur les marchés. Ça en fait une opportunité d'achat en réalité historique. Puisque là, Parce que derrière, on enclenche la planche à billets. mais pas Je, que, Philippe. Oui, oui, on enclenche la planche à billets, certes, mais pas que. C'est-à-dire que là, il pouvait se passer deux choses. Soit c'était pas la fin du monde, mais c'était genre le film Contagion ou le film Zombie. Alors là, on meurt pas tous du virus zombie, mais on mourrait tous du virus. Bon, et puis c'était la grippe espagnole en pire, 80% de morts, ou comme la peste au Moyen Âge, 60% de la population européenne y passe. Bon, bah là, effectivement, c'est la fin du monde. Et tes actions, elles vont mettre beaucoup de temps à remonter. Mais vraiment beaucoup de temps. Donc là, c'était pas la bonne affaire. Mais les marchés, ils jouent pas ça. Les marchés, ils jouent pas ça toujours pour une bonne raison. C'est que finalement, si c'est la fin du monde, on s'en fiche puisqu'on est tous morts, globalement. Donc, on ne joue que la baisse suivie de la recovery et suivie de business as usual. Et les affaires, elles vont finir par reprendre comme avant. Et de toute manière, si elles ne reprennent pas comme avant, on s'en fiche. On est tous morts et on est dans nos abris avec nos boîtes de conserve et nos boîtes de raviolis. Donc c'est un peu la psychologie des marchés, à mon sens, hein. Et donc,
Là, ce qu'il va falloir voir, c'est si à un moment donné, on a le même décalage dans la réaction des marchés, parce qu'ils jouent le fait que le pire n'est jamais sûr. Donc ils ont un espèce de biais d'optimisme. Finalement, quand le pire semble se matérialiser, là, ils paniquent complètement, ils vendent tout. Et puis quand on est à moins 30, moins 40%, ils disent, bon, bah, de toute manière, si le pire, c'est qu'on est tous morts, on est tous morts, donc on s'en fiche, c'est le moment de racheter. Alors moi, je dirais que au soir du 18 mars 2020, on passe en all-in monétaire. Donc, réaction totalement mécanique des marchés, même si on est tous morts, on ne sait pas, hein, dans 3 mois, dans 6 mois. Là, quand je vois un all-in monétaire, déjà, je coupe mes shorts. Donc déjà, ça suffit à stopper la baisse du marché. Là, on est peut-être, comme on le dit de façon un petit peu fearful, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Bon, si cette hypothèse peut pas être totalement écartée, là, je pense que je vais vraiment me mettre à vendre mon portefeuille. Hein. Si dans 3 semaines, un mois, après que le marché ait perdu 30%, vous avez les banques centrales qui disent, ouais, bon, vu l'état de la planète, vu où on en est, bah du coup, on va quand même remettre un all-in monétaire. Hein. On va peut-être tous mourir, hein, d'une troisième guerre mondiale, mais en attendant, on va quand même essayer de ne pas mourir financièrement et de ne pas mourir d'une récession et d'une situation à la 1929. Donc, je pense qu'après une forte correction des marchés, je m'attends à un nouveau all-in monétaire parce que c'est la conclusion quasiment inéluctable d'un conflit qui se prolongerait. Alors évidemment, si le conflit s'arrête ce week-end, tout ce qu'on vient de dire, il fallait qu'on le dise. Mais c'est pas, ça ne peut pas être la stratégie à poursuivre. Mais si notre hypothèse est confirmée, on va aller vers un all-in monétaire. Donc, à mon avis, il faut continuer d'accumuler des actifs tangibles. Et parmi ces actifs tangibles, il y a le pétrole, il y a le cuivre, l'or, l'argent. Je pense qu'il faut vraiment être sur ces actifs. Et quand on regarde historiquement le poids, hein, des matières premières, des valeurs minières dans le S&P, même si on a un peu rebondi sur les minières en 2025 début 2026, on est toujours à un niveau de sous-évaluation dans les portefeuilles qui est absolument unique. Je suis remonté 100 ans en arrière, je n'ai jamais vu les matières premières, les minières, représenter moins de 2% de la valeur du S&P 500 et voir les Magnificent Seven représenter plus de 10 fois le poids de tout ce qui concerne les métaux industriels, etc. C'est quand même du jamais vu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, moi, mon focus. C'est que je me dis là, il y a des trucs qui sont complètement survalorisés. Il y a des valeurs qui se payent 100, 120 fois leur chiffre d'affaires. Hein. Je dis même pas leur bénéfice, c'est leur chiffre d'affaires. C'est absolument invraisemblable. Et en plus de ça, les gens sont en levier là-dessus. Hein. Jamais on a eu un tel niveau d'endettement des ménages américains pour acheter des actions. Et les brokers ont des statistiques absolument euh, imparables. Enfin, elles sont fiables. Et deuxièmement, la conclusion que tu en tires, elle est imparable. C'est que ceux qui s'endettent achètent de l'IA et des Magnificent Seven. Mais c'est 70% de leurs achats. Donc quand on arrive sur des sommets historiques en levier et que d'un seul coup les perspectives de croissance sont plus celles qu'on espérait, je me dis qu'on peut avoir une forte correction. Moi, je recommande en tout cas à mes abonnés maintenant de couvrir, même si je n'ai pas encore
Le vrai signal, la cassure au moment où on enregistre aujourd'hui, on n'a pas encore cassé les 5008 sur le S&P, on n'a pas cassé les 25 000 sur le Nasdaq et on n'a pas cassé les 47 850 sur le Dow Jones. Mais si ça se trouve, c'est fait au moment où vous découvrez cette vidéo. Donc, moi, je recommande de couvrir les portefeuilles, de les alléger fortement. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles? Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut aussi alléger les positions. Faut plutôt se remettre en cash et faut attendre. De toute manière, il va y avoir, à mon avis, un mouvement de correction. Alors, soit le mouvement de correction, il sera initié par par ces événements géopolitiques que nous vivons autour de l'Iran, soit plus le fondamental, ce sera le fondamental qui reprendra le dessus, si tu veux, en dehors des craintes géopolitiques. Et le fondamental, c'est que je crois qu'à un moment donné, la bulle de l'IA, elle va exploser soit en raison de la bulle de l'IA elle-même, soit, et c'est ce que j'appelle le crack séquentiel et sectoriel, qu'on avait vu un tout petit peu se profiler avant cette histoire iranienne. Et qu'à un moment donné, on se dit, mais l'IA va ravager le secteur de logiciels, donc on vend massivement le secteur de logiciels. Puis après, on va se rendre compte que l'IA va ravager le secteur bancaire et les fintech. Alors là, on vend le secteur bancaire et le secteur financier. Et donc, c'est ce que j'appelle le crack sectoriel. Et là, de loin en loin, eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, tous les secteurs sont touchés par l'IA, ou presque. Et donc, il va y avoir une chasse et une grande rotation d'actifs entre les valeurs touchées par l'IA et les valeurs dont on peut penser que le modèle économique les préservera de connaître un sort à la Kodak et à la Fujifilm, hein, qui étaient des géants de la bourse, sauf que ils vendaient des péloches et que quand les péloches, t'en as plus besoin dans les appareils photo numériques, ton modèle économique, il est un petit peu cuit, il est un petit peu mort. Et donc, ta société, elle voit sa valorisation complètement s'effondrer. Alors Donc, que Kodak est victime surtout de son manque de vision. Puisque quand Kodak était au firmament et était peut-être la 10e plus grosse valeur du Dow Jones, c'est pas très loin, ça remonte à il y a 25 ans. À l'époque, Apple allait pas bien, ils n'avaient pas encore sorti l'iPhone. Si Kodak avait racheté Apple, ça leur aurait coûté une petite fraction de leur trésorerie. Et si Kodak avait racheté Apple et avait gardé à la tête d'Apple, lui avait laissé son indépendance, il avait laissé le génie de Steve Jobs faire par l'iPhone. voilà. Aujourd'hui, Kodak serait la première entreprise du monde. Oui, alors tu peux même rajouter dans ton histoire de manque de vision le fait quand même qu'un jour, au comité exécutif, devant tous les pontes de Kodak, à commencer par son président directeur général, un jeune ingénieur est venu présenter un truc absolument révolutionnaire qui s'appelait un appareil photo numérique. Et donc, il s'est fait envoyer paître, mais alors dans les grandes largeurs, puisque le PDG lui a expliqué quand même de manière très docte que a priori, il n'avait pas compris quel était le modèle économique de Kodak, que le modèle économique de Kodak consistait à vendre des pellicules et que ce jeune ingénieur leur proposait tout simplement de ne plus vendre de pellicules et de se passer des pellicules. Et donc, qu'allons-nous faire? Donc, merci de m'enterrer ce truc-là, ne revenez pas et je veux plus jamais vous voir. Alors, Donc, ils avaient aussi les moyens de racheter Nokia, hein. oui, oui, non, non, J'ai mais bon, mentionné Apple parce qu'aujourd'hui Apple est au firmament, mais à l'époque Kodak pouvait aussi racheter Nokia, hein. Et donc en voilà, fait, il ils ont faisait un effectivement chèque tout et raté. il pouvait encore racheter deux ou trois jets pour faire circuler les cadres de la boîte, hein. Alors moi, il y a un autre domaine high-tech ou assimilé. Là, si le coût de l'énergie flambe et si les taux grimpent, j'ai de grosses inquiétudes quand même pour les cryptos et notamment pour le Bitcoin, puisque aujourd'hui le coût de minage c'est entre 80 et 100 000 dollars. Donc déjà, c'est plus très très rentable de miner aujourd'hui en ayant des très très bonnes conditions d'approvisionnement énergétique, hein, à 72 000 dollars.
Si l'énergie prend 20, 30, 40%, là, vous avez la moitié des mineurs qui vont arrêter, hein. Et si vous avez des taux qui montent, alors là, vous regardez la corrélation entre la hausse des taux et le Bitcoin. Plus les taux montent, plus le Bitcoin baisse. Ça, c'est une règle qui est quand même assez, ah, vous la vérifierez, hein, mais elle marche bien. Donc pour moi, une des victimes collatérales d'un blocage du détroit d'Ormuz, ça peut être le Bitcoin aussi, hein. Puis sans parler évidemment des Iraniens qui représentaient 4 ou 4,5% hein, de la puissance de minage sur la planète. Là, les Iraniens, ils arrêtent de miner, là, je pense. Et moi, je serais eux, j'essaierais de récupérer du dollar au plus vite. Voilà, je garderai pas forcément mes bitcoins. Donc, ça fait partie des domaines aussi où je pense que, il est urgent d'attendre pour investir. Voilà. Et en ce qui concerne les valeurs pétrolières, bah là, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que les perspectives, et notamment les marges sur le raffinage avec un pétrole à 100 dollars, est-ce que tu penses qu'on achète tout de suite les pétrolières ou on attend un gros trou d'air sur les marchés? Parce que comme on a dit, on est encore tout près des sommets et si on a un trou d'air, tout va baisser parce que c'est des ventes indicielles. Est-ce que tu penses donc qu'il faut attendre pour les pétrolières ou c'est plutôt le constat que le pétrole flambe, il faut acheter des pétrolières qui va l'emporter? C'est une question très 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 délicate parce que les deux phénomènes sont possibles et on sait à quel point les marchés peuvent être surprenants. Donc quand on a les cheveux blancs ou la barbe grise, on sait à quel point on peut se faire surprendre par les marchés, Philippe. Et là-dessus, tu as quelques années en plus d'expérience que moi. Mais non, alors j'aurais tendance à dire que les pétrolières ont déjà pas mal monté. Si on regarde un petit peu l'évolution du cours des pétrolières, bon, par exemple, Total a quasiment pris 30%. Bon, quand une boîte comme Total prend 30%, c'est extrêmement significatif. Alors, je vais pas te dire que Total est en bulle, mais en tout cas, Total a quand même été très bien revalorisé par les marchés. Est-ce à dire qu'il faut acheter Total et rentrer sur Total maintenant? J'aurais plutôt tendance à penser que on a eu un mouvement d'appréciation qui aujourd'hui prend bien en price bien ce qui est en train de se passer. Alors ça price peut-être pas un baril à 150 ou 180 dollars, mais ça price quand même la crise géopolitique. On devrait quand même à un moment donné avoir effectivement une chute des marchés si la situation s'aggrave ou perdure. Euh, et donc, si la situation s'aggrave ou perdure, bah, effectivement, on aura un mouvement de correction qui sera, comme tu le disais, global parce que c'est très indiciel aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison que les pétrolières ne corrigent pas un peu à cette occasion-là. Et donc, il n'y ait pas des fenêtres d'achat qui soient plus pertinentes et plus intéressantes que les cours d'aujourd'hui. Donc, à titre personnel, j'aurais tendance à attendre si je voulais faire un peu de spéculation, de market timing, c'est-à-dire jouer vraiment le point d'entrée et essayer de trouver des points d'entrée optimales, je m'y lancerai pas maintenant. Après, je reste persuadé que d'un point de vue patrimonial, ce qui est important, c'est d'acheter des belles valeurs, c'est de faire du DCA, c'est-à-dire des achats réguliers et fractionnés, et que c'est la seule manière sur le très long terme de manière calme et sereine, de se constituer sans stress un portefeuille de bonne qualité. Et quand ça baisse, hein, et quand ça baisse significativement, et quand on est à moins 20 ou moins 30%, bon ben, et qu'on fait des achats programmés et réguliers, et ben dans ces moments-là, on essaye d'en acheter un petit peu plus. Voilà, et puis ça permet de profiter de ces moments-là. Donc voilà, il y a deux approches. Soit on fait du market timing, et je dirais qu'il faut plutôt essayer d'attendre un petit peu, soit on fait des achats réguliers, et là, ça change pas grand-chose, si ce n'est que vous pouvez attendre aussi et vous préparer à en acheter un petit peu plus si jamais il y avait un mouvement de baisse significatif. Alors, tu as parlé de calme et sérénité, voilà, deux termes sur lesquels je pense qu'on
On va essayer de terminer cet entretien. Voilà, une note un peu plus positive. Donc, le calme et la sérénité reviennent ce week-end. Voilà, les Iraniens sont même plus capables de sortir un missile de la montagne que déjà il est pulvérisé. Donc, tout va bien. Le détroit d'Ormuz n'a pas été miné. Donc, lundi, qu'est-ce que tu achètes? Si d'un seul coup, on voit que les enturbanés et les gardiens de la Révolution se disent qu'il faut peut-être goûter aux joies du capitalisme à l'occidental, qu'est-ce que tu achètes? Et des filles en bikini sur la plage. Alors, Euh, je peux t'assurer que des filles avec des jolies tenues, sexy et tout, en Iran, ça existe, hein, dans les soirées anniversaires, etc. Voilà, non mais ils aspirent à vivre à l'occidental, hein, il n'y a pas, il y a pas de doute. Mais bon, le problème c'est politique, effectivement. Si le régime tombe, voilà, qu'est-ce qu'on achète lundi? Rien. Moi, j'achète rien parce que lundi, j'attends que la poussière retombe. Et ça me semblerait prématuré de me positionner lundi. C'est-à-dire que lundi, je vais avoir des mouvements. Et je vais avoir des mouvements que je maîtrise pas. Est-ce que je vais avoir une correction majeure sur les pétrolières, par exemple? Ah, sur le Euh, pétrole, tu auras -15 hein, hein, directement. on est d'accord. Hein, bon, Et -50, -60 sur le gaz. voilà, on est d'accord. Donc on va avoir on va avoir des mouvements violents. Donc moi lundi, mardi, j'achète rien. J'attends que la poussière retombe. Je suis un gars très simple, hein, donc je crois que ce que je vois, voilà. Donc j'attends que la poussière retombe un peu. Et puis là, j'attends que le fondamental reprenne évidemment sa place. Et donc, je reste persuadé, on en revient à cette histoire de bulle de l'IA, qu'à ce moment-là, on va changer de thématique et que après la peur géopolitique et la peur pétrolière et la peur du manque de pétrole pour irriguer l'économie mondiale, on va repasser à cette thématique de l'intelligence artificielle et à la thématique éventuellement des droits de douane. Voilà. Donc, on va revenir sur des choses plus fondamentales. Donc, là, ben, je suis plutôt acheteur de valeurs non impactées par l'IA. Voilà. Euh, voilà de quoi je suis plutôt acheteur. Alors peut-être pas lundi, peut-être pas mardi, peut-être pas mercredi, mais à partir de jeudi de la semaine prochaine, si tout devait se calmer, allez, une valeur qui n'a rien à voir par exemple avec l'IA. Qui est une valeur extrêmement classique, donc je révèle rien, mais c'est juste pour illustrer les choses. Vous prenez Air Liquide. Bon, Air Liquide, que ChatGPT perde un peu d'argent, que Gemini lui passe devant, ou que Grok soit encore mieux que Claude d'Anthropic. Et puis vous avez vu à quel point tout ça, ça tourne. Hein. Tous les 2 mois, le modèle qui sort sa nouvelle mise à jour est meilleur que tous les autres. Bon, voilà. Donc Et puis alors, pour Claude, d'un seul coup, il y a Trump qui dit, allez, vous êtes banni, hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Et d'un autre côté, ça a entraîné, donc vous êtes banni, vous n'êtes pas gentil, vous voulez pas faire la guerre avec nous. Donc nous, on va travailler avec ChatGPT pour 200 millions d'euros, de dollars. Ils signent un accord avec ChatGPT et en fait, depuis, il y a des milliers de gens qui ont résilié leur abonnement chez ChatGPT. Bon, voilà. Donc tout ça est compliqué. Donc l'IA aujourd'hui, c'est compliqué. Les valeurs, les Magnificent Seven est tellement monté que de toute manière, c'est pour moi en train de corriger en réalité et la bulle a sans doute déjà un peu éclaté. Donc voilà, donc je suis pas acheteur de ces valeurs-là. En tout cas, pas maintenant. Hein, j'ai rien contre ces valeurs-là, mais pas maintenant. Donc je pense qu'il va y avoir une rotation vers les valeurs qui ne sont pas, qui seront faiblement impactées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est ça que les gens vont aller chercher comme valeur refuge dans les prochains mois, hors inquiétude géopolitique. Ouais. Donc effectivement, on voit qu'il y a un mouvement de rotation depuis le début de l'année en faveur de ce qu'on appelle les dividend aristocrats aux États-Unis, hein, des valeurs qu'on jugeait très ennuyeuses, d'un seul coup, on les trouve beaucoup plus Beaucoup plus sexy sympathique. parce que ça délivre 4-5% de rendement.
Alors, c'est pas ce que délivre l'Air Liquide, hein, je dis tout de suite, hein, cherchez pas à Non, avoir cherchez vos pas. voilà. Donc les dividendes Aristocrat, c'est pas mal. Et puis si les affaires reprennent leur cours normal après un week-end où tout est bonheur, calme et félicité, l'IA, ben voilà, on reprend quand même hein, les projets d'investissement. Et ce qui manque vraiment à l'IA, hein, c'est pas que des mémoires, mais c'est des kilowatts, des mégawatts, des térawatts même. Et pour que l'IA fonctionne, il va falloir ces térawatts qui n'existent pas. Et aujourd'hui aux États-Unis, moi je miserais effectivement sur toute entreprise qui est capable de fournir de l'énergie aux data centers. Et les data centers, il faut les relier aux sites de production énergétique. Il va falloir en créer, hein, parce qu'on en manque. Et donc, j'achèterais, moi, tout ce qui relie la centrale hydroélectrique, la centrale nucléaire, le champ de, de, de panneaux photovoltaïques au data center, c'est-à-dire qu'il faut du cuivre, du cuivre, du cuivre. Voilà. Donc ça serait un petit peu ma thématique pour les semaines à venir, si les choses devaient ne pas être aussi sombres qu'on les décrivait au début de cet entretien. Si par contre les choses sont sombres, ça ne changera rien. Les États-Unis devront remettre hein, des nouvelles lignes à haute tension et remettre à niveau leur réseau. Mais la guerre risque de coûter cher si elle se poursuit. Et là, je pense qu'ils vont pas pouvoir tout faire. Hein. Ils n'ont pas pu financer à la fois la guerre en Afghanistan et la construction de lignes TGV. Et là, je pense qu'ils vont pas pouvoir financer une guerre longue et changer complètement le réseau électrique aux États-Unis dans les prochaines semaines. Exactement. Alors, juste Philippe, aussi pour terminer sur une note encore plus positive, moi je te propose un petit projet immobilier également. Un projet immobilier, allez, au hasard à Dubaï, puisque tout le monde est en train de partir en courant de Dubaï. Alors, j'ai pas de données sur les mises en vente, et puis évidemment, il y a toujours un peu d'inertie sur le marché immobilier. Mais si les tensions devaient perdurer, on pourrait tout à fait imaginer un effondrement de l'immobilier à Dubaï, tous nos aimables influenceurs préférant subitement venir payer les impôts en France plutôt que de subir les bombes à Dubaï, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Je dis en rigolant, mais voilà, je serai à leur place, je ferai exactement la même chose. Donc je ne me moque pas. Euh, et je suis bienveillant, bienveillant avec tout le monde, mais voilà, on peut imaginer que il y ait des ventes paniques immobilières et que on ait une correction importante sur le marché immobilier à Dubaï. Et qui dit correction importante dit peut-être opportunité importante aussi pour ceux qui ont envie soit d'aller s'installer à Dubaï, soit de spéculer sur l'immobilier dans cette région-là. Alors là j'ouvre une petite parenthèse. Bon, alors les groupes immobiliers, les principaux groupes immobiliers cotés à Dubaï, j'ai regardé, hein, donc depuis le début de la semaine, on est autour de -20. Voilà. Les prix à la vente, pour l'instant, je pense Ils n'ont que pas bougé, ils n'ont a pas encore priori. bougé parce Enfin, que de toute façon, on ne peut pas venir acheter ou vendre, hein, puisque c'est les ça. aéroports sont fermés. Alors là, effectivement, si l'Iran devient une espèce de Libye plus plus, hein, ou une espèce d'Irak post 2003 où on voit émerger des ISIS, des Al-Nosra et autres Daesh, les monarchies du Golfe, elles sont pas prêtes d'être tranquilles et sécures. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une rébellion ou un mouvement X ou Y pour dire je vais balancer deux trois missiles histoire de voir si on va pas me demander d'arrêter moyennant un joli paxon quoi. Ouais, Euh, ou trois, quatre drones, parce qu'encore plus facile à fabriquer que les missiles maintenant, c'est les drones, c'est super facile, c'est pas cher, tu peux même en acheter dans le commerce et les modifier un poil. Comme les distances sont faibles, tu montes sur ta barcasse, tu les envoies. Enfin, voilà. Donc tu peux imaginer effectivement une région sous tension de manière durable. voilà, donc c'est pour vraiment fixer les choses. Acheter à Dubaï, oui,
Mais si on a la certitude, effectivement, qu'un drone à 20 000 balles va pas venir péter en plein désert, peu importe que ça touche la Burj Khalifa ou ce que vous voulez, hein, c'est pas la question. C'est que symboliquement, si un projectile touche le territoire des Émirats, l'immobilier, il s'effondre. Voilà, personne ne s'attend, par exemple, à ce qu'il y ait un missile qui tombe à Singapour ou à Hong Kong, pour fixer les choses, ou à Miami. Donc, les Émirats, s'ils cessent d'être considérés comme un endroit où on peut se promener tranquillement, là, aujourd'hui, je pense que le risque de se prendre un drone est très faible. Se prendre des débris, oui, tout à fait, parce que les batteries anti-aériennes, ça tire énormément de projectiles. Il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui retombent. Il ne faut pas être en dessous. Voilà. Donc, les Émirats, sans la sécurité, l'immobilier, oui, il peut y avoir de très, très gros problèmes. Donc Exactement. je vais pas, je n'investirai pas là immédiatement. Alors on va essayer de conclure et je vais te laisser le mot de la fin, mais je te laisse quand même sur une question. Donc si on considère que les actifs concrets et notamment des actifs dits refuges comme l'or et l'argent sont bons à détenir dans un monde incertain où on relancerait la planche à billets, et ça serait un petit peu mon pari quand même. De quelle façon, toi, tu conseillerais à tes clients d'aller sur ce genre d'actifs? Par quel biais, voire quel intermédiaire, si tu as quelque chose de plus précis? Non, 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 c'est juste là des approches un petit peu générales. Euh, voilà, j'ai pas de conseils extrêmement plus précis sur ces thématiques-là à leur donner. Est-ce que est-ce que si on a un gros coup de stress sur le marché où tout le monde réduit ses leviers, hein, parce que c'est ça qui se passe quand il y a un coup de Oui, c'est stress, ça, ouais, ouais, tout à fait. les appels de marge augmentent, on réduit toutes les positions, même ces airs liquides, hein, si on les a achetés avec un levier 5, même si j'adore mes airs liquides, que je pense qu'elles auront doublé d'ici 2030, malheureusement tout de suite là je suis obligé de vendre, j'ai pas le choix, je suis obligé de réduire mes leviers. Je pense que ça sera la même chose pour ceux qui ont de l'or et de l'argent et qui ont fait ça avec des instruments à levier 5, 10, je ne sais combien. Je pense que ça peut provoquer un trou d'air. Est-ce que toi, tu rachèterais, par exemple, de l'argent à 65 l'once, de l'or à 4000, ou tu penses que ou tu penses que c'est fini? Non, non, je pense qu'il faut vraiment, dans la logique, profiter de ces trous d'air pour acheter un certain nombre d'actifs, des actions et des belles valeurs qui ont prouvé leur résilience, leur solidité. Donc, quand elles perdent 30%, c'est vraiment une bonne idée que de les remettre en portefeuille. L'or et l'argent, évidemment, acheter sur repli, c'est très important pour la simple et bonne raison qu'en fait, rien n'a changé d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire que nous allons, euh, Philippe, nous allons sortir de cette crise avec plus de dettes qu'avant de toute manière. Donc, comme on va sortir de cette crise avec plus de dettes qu'avant, alors on ne connaît pas, ni toi ni moi, exactement le montant des nouvelles dettes, parce qu'on ne connaît pas exactement la durée de cette crise, les mesures qui seront prises, etc., etc. Mais bon, ce qu'on sait déjà, c'est l'essentiel. On sait que le monde ressortira avec plus de dettes après cette crise qu'il n'en avait avant d'y rentrer. Bon, voilà, ça c'est à peu près certain. Et donc comme ça, c'est à peu près certain. On sait que globalement, il n'y a pas de raison que l'or ne continue pas à être la valeur refuge contre nos errements monétaires et les peurs d'insolvabilité. Et il n'y a pas de raison que tout d'un coup, on se jette comme la vérole sur le bas clergé, sur les obligations d'État complètement en faillite virtuelle, tellement ils auraient amélioré leur compte public, si tu veux. Donc, à partir du moment où on ne veut pas détenir de titres de dette, à partir du moment où il y a trop de création monétaire, à partir du moment où il y a trop d'endettement,
bon, bah écoute, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les actifs tangibles, alors l'or, l'immobilier, à condition de ne pas effectivement acheter l'immobilier sous les bombes et sous les missiles. Et puis, il nous reste les belles actions d'entreprises qui, elles, font leur vie en dehors des vicissitudes de celles des États. Bien, bah, ça me paraît une conclusion exhaustive. Et ben, il me reste à te remercier, Charles, et j'espère que notre prochain duo, ça sera dans des circonstances de monde apaisé et qui n'aura pas succombé à des délires messianiques. Et qu'on ne sera pas en pleine Troisième Guerre mondiale. Merci, Charles. Merci à toi, Philippe, merci à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement.